Alors, plus de 250 corps examinés un par un par un groupe de dentistes volontaires dans le cadre de l'identification médico-légale pour finalement enfin trouver le corps du dernier otage, le fameux Ran Gvilit, et retrouver cette semaine et ramener à sa famille, ramener à sa terre. Donc vraiment un événement merveilleux, une grande simcha, une grande émotion pour la famille, pour nous tous, vraiment exceptionnelle, une opération exceptionnelle qui ravive donc une question centrale dans la tradition juive, la question de l'identification. L'identification, c'est une question majeure qui touche énormément de domaines. Alors évidemment, dans les 30 dernières années, c'est une révolution un petit peu, on peut dire, cette histoire des tests ADN, où ça a vraiment transformé les questions de justice concernant les enquêtes criminelles, ou pour des questions tout simples d'identification de soldats perdus ou personnes quelconques perdues. Donc ça a vraiment bouleversé un petit peu le domaine de la science, le domaine de l'identification, et ça a des implications halachiques directes sur la question de quelle valeur donner, comment considérer toutes ces... Alors ça peut être à partir d'empreintes digitales, ça peut être à partir d'identification par les dents, comme c'était le cas dans cette opération-là, et bien entendu la question évidente des tests ADN. On sait tous qu'on se base sur les codes génétiques qui sont codifiés dans le noyau d'ADN qui est dans chaque cellule, qui se trouve dans chaque cellule d'une personne, à partir de laquelle on pourra faire une comparaison avec donc la source ou par affiliation avec des proches et essayer d'identifier le corps retrouvé. Et comme je disais, ça a beaucoup d'implications à l'Afrique. Alors on peut prendre, imaginons par exemple un couple qui a divorcé et donc la femme réclame les mésonotes, la pension alimentaire pour les enfants. Et là, le mari dit oui, mais attends, mais c'est pas mon fils. Tu te rappelles pas que c'est pas moi le père, d'accord? Tu avais fait ci et ça, c'était un IVF, donc je ne suis pas le père. Et donc, on ne peut pas exiger de moi des mésonotes. Et la femme dit mais sur quoi? C'est évidemment, Rovbil Tacharbel, tu as toujours été marié avec moi, l'évidence, il y a une évidence ici, c'est toi le père. Comment tu peux? Alors il dit ok, moi j'affirme que je ne suis pas le père, je réclame un test ADN. Je réclame un test ADN pour bien vérifier et pour identifier comme quoi c'est pas mon fils. Alors, le problème, c'est que si on va se mettre à faire des tests ADN, donc imaginez qu'on arrive à retrouver, identifier comme quoi c'est pas son fils, donc il y a une nouvelle question qui se soulèvera à ce moment-là. Alors ok, donc le fils il est mamzer, puisqu'à partir du moment où cette femme était mariée et que toi tu n'es pas le père, donc on est dans une échatiche, donc le fils est mamzer. Donc il y a beaucoup de bêtises qui vont se dire, dans ces cas-là on vérifie pas. Donc on préfère faire payer le père, peut-être à tort, les mésonotes, mais tout faire pour ne pas ouvrir et donner cette possibilité de trouver des mamzerim. Il y a une tendance comme ça dans certains beddin. Alors il y aurait d'autres manières de statuer ce cas-là en disant qu'on ferait un partage, une espèce de palguinat, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on pourrait dire ok, c'est pas son fils, mais Echetish, mamzer, c'est pas évident. Peut-être que c'était un goy, donc aujourd'hui, à plus forte raison, ou peut-être c'était un IVF, c'était une fécondation in vitro, donc c'est pas forcément mamzer. Mais en plus de ça, on pourrait aller plus loin et dire ok, on fait une vérification. Alors concernant les mésonotes, ça le dispense, mais pour statuer mamzer, peut-être que c'est pas une preuve qui suffit. Et donc là, la question elle se pose, est-ce que cette identification basée sur des tests ADN, c'est une preuve valable sur tous les niveaux de la Torah? Là, on a déjà donné deux domaines, sur des histoires d'argent, faire payer les mésonotes au père, et considérer, statuer l'enfant comme un mamzer. On pourrait parler des cas des femmes agounotes, des femmes qui ont perdu leur mari, qui s'est disparu en pleine mer ou pendant la guerre, et donc qui restent dans cette impossibilité de se remarier, et on trouve un corps, à ce moment-là il faut identifier, donc est-ce qu'on pourra se baser sur les tests ADN? On peut parler d'un cas où il y avait une histoire qui était arrivée comme ça avec un couple qui avait 2 enfants, le père était Cohen, et donc ses enfants en grandissant, un des deux il avait une copine, et par la suite il s'avère que cette copine en fait c'est une divorcée, donc si lui il est Cohen, par la suite il avait fait tchouva, il voulait se marier avec elle, mais il dit mais attends, elle est divorcée. Et là-bas, par tout hasard, le deuxième frère avait fait un test ADN pour une raison ou une autre, et il s'avérait qu'en fait, c'était pas son père. Donc il dit ok, moi je veux un test ADN. Le père en question, qu'on pensait être le père Cohen, n'est pas son père, donc il reste comme un juif qui n'est pas Cohen et qui peut se marier avec sa copine. Donc il peut avoir 1001 questions,
Et bien entendu, dans le cadre de cette opération-là, de savoir est-ce qu'on enterre, si par exemple il y a des membres dispersés, il faut identifier si ça vient du même corps pour les enterrer ensemble, et pour déclencher le deuil sur la famille, on a besoin de savoir et de se baser sur une identification quelconque. Est-ce que toutes ces identifications qu'on a énumérées sont valables, sont considérées au niveau de la halakha? Alors, pour ouvrir un petit peu le sujet, il faut savoir que dans la Torah, il y a différents types de clarifications possibles. C'est-à-dire que quand on a un doute au niveau de la halakha dans un sujet quelconque, on a toute une série de clarifications. La clarification la plus absolue, la plus évidente, la plus forte, la plus puissante, c'est les édim, les témoins. Mais en dessous de cela, on aura pas mal d'autres possibilités. On peut parler de la jvoa, le fait de jurer. On peut parler d'arguments comme migo, puisque j'aurais pu dire ça. On peut parler de chazaka, de rov, de majorité. Il y a énormément d'éléments qu'on peut apporter, mais comme axiome, on a comme base le témoignage, c'est ce qu'il y a de plus fort dans la halakha, dans le cadre de la halakha. Alors, témoignage, c'est quoi? Donc, c'est deux témoins cachers qui ont vu la scène et donc qui vont nous retranscrire devant le Beddin cette scène à partir duquel on pourra statuer, on pourra trancher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même concernant le témoignage, il y a une différence entre ce qu'on appelle Edut Re'ia, un témoignage, c'est-à-dire que deux personnes ont vu la scène, et ce qu'on appelle Edut Yedia, c'est de la connaissance, c'est-à-dire qu'il y a une déduction par un raisonnement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir deux formes de témoignage. L'exemple classique, c'est par exemple, j'ai pas vu la scène, je vois quelqu'un qui rentre dans une salle et qui ressort blessé. Dans cette salle, il n'y avait personne d'autre que Réhouven. Donc, ok, par déduction, je comprends que c'est lui. Donc là, c'est un témoignage, mais sans avoir vu de ses propres yeux la scène, mais en faisant une déduction logique, ce qu'on appelle Edut Yedia. Alors, sans entrer trop dans les détails, mais on voit une distinction fondamentale entre Diné Mamonot et Diné Nefashot. Diné Nefashot, les affaires pénales qui peuvent être causées où il y a une histoire de vie et de mort, c'est Diné Nefashot. Donc là, on nous dit on a besoin d'une Edut Re'ia. On ne peut pas se suffire d'un témoignage qui s'est basé sur une déduction logique. On a besoin d'un témoignage qui a vu. Alors que dans Diné Mamonot, Rochen Mishpat Siman Tzadik, le dernier séif, qui nous dit que oui, je vois quelqu'un qui rentre dans une pièce et qui ressort blessé, l'autre devra payer parce qu'il y a une déduction, il y a quelque chose de logique ici, un raisonnement qui me pousse à dire que ça peut être que lui. Donc on a une Nugdana, une estimation presque évidente, à partir de laquelle on pourra statuer comme quoi il est chayav de payer. Donc on voit déjà une certaine distinction en termes de témoignage. Alors il y a aussi par exemple le sujet de Tviutena des Kala. Si j'ai une identification par la voix, d'accord, j'ai une forme d'identification par le timbre de la voix, c'est-à-dire que je ne vois pas la personne, il y a des témoins qui étaient derrière, ils ont entendu la voix, ils reconnaissent la personne mais sans l'avoir vue. Alors est-ce que ça a une valeur au niveau halachique? Alors c'est une souga dans Choulin Tzadik Vav qui nous dit que on se base quand même là-dessus, puisque comment l'aveugle est permis à sa femme, c'est forcément qu'il reconnaît sa voix. La question c'est est-ce qu'on peut se baser là-dessus pour par exemple tuer un meurtrier ou pour d'autres questions halachiques? Alors, au niveau de la halakha, la plupart des décisionnaires, le Ktot HaRochen, le Tivot dans Siman Palev, considèrent tous les deux que Diné Nefashot, on ne peut pas se fier sur Dviut Ena Dekala, l'empreinte de la voix ne peut pas suffire pour juger dans Diné Nefashot. Alors qu'est-ce qu'il en est de Diné Mamonot? Alors là c'est discuté, le Tivot il considère qu'on peut absolument statuer Diné Mamonot à partir de Dviut Ena Dekala. D'ailleurs il y a dans le Pitré de Chouva là-bas, c'est ramené au nom du Avodat HaGershoni, Rav Gershon Ashkenazi du XVIIe siècle, un cas de figure où il y a un frère qui arrive d'un pays étranger et qui, devant une question d'héritage, il dit excusez-moi, je suis aussi un frère. On lui dit d'où tu viens, on t'a jamais vu? Il dit tu t'es des cas là, il ramène des témoins qui ne reconnaissent pas sa tête mais reconnaissent sa voix. Et là-bas, le Avodat HaGershoni va lui dire il a le droit à l'héritage rien que par cette reconnaissance, cette identification de la voix. Donc ça c'est l'avis du Netivot, qu'il y a des identifications comme ça un peu lointaines entre guillemets par la voix, ou même si pour Nefashot ça ne marcherait pas, pour Mamonot, pour des histoires monétaires, financières, ça marcherait. Alors le Ktot ne partage pas son avis, mais on voit quand même pas mal de décisionnaires qui se mettent d'accord là-dessus. Donc le Ktot il nous dit écoute, moi je suis pas du tout d'accord, puisque reconnaître la voix, on n'est plus dans du témoignage, on est dans ce qu'on appelle simanim. Alors et là on bascule à un sujet fondamental par rapport à ce qui nous concerne à nous. Le Ktot il dit on passe à simanim. Simanim c'est-à-dire des signes différenciés qui peuvent nous distinguer, qui vont être distinctifs pour reconnaître une chose ou une autre.
prends l'exemple, par exemple, voilà, il avait cette taille avec telle, etc., telle couleur d'habit. Ça, c'est des signes extérieurs sur lesquels on peut s'appuyer pour essayer d'identifier ce qu'on appelle simanim. Alors le Ktot il nous dit simanim, ça ne marche pas pour Mamonot, on ne peut pas sortir de l'argent à partir de simanim. Oui, on reconnaît cette personne parce qu'il avait cette tache ici, etc. On ne peut pas se fier là-dessus pour sortir de l'argent. Alors d'où ça vient cette histoire de simanim? En réalité, dans la Gemara, notamment, on retrouve à 3 reprises la notion de simanim. Le Gemara se demande, s'interroge à savoir est-ce que siman c'est quelque chose, c'est une identification des Oraïta ou des Rabbanan? On peut se fier sur un siman comme on se fie sur une majorité, comme on se fie sur des témoins, oui ou non? Et quand on étudie un petit peu la Sugia de près, on remarque qu'en réalité on pourrait classer, il y aurait 3 catégories de siman. D'ailleurs le Maggid Mishneh il va reprendre ça, le Ritva aussi, Tosfot, le Mandri, ils veulent définir qu'il y a 3 catégories. On a le siman garoua, le siman banal, basique, par exemple la taille de la personne ou la couleur de son habit. On a un siman benoni, moyen. Et on a siman mouvak, un siman, un signe qui est plutôt certain, un signe qui est affirmé. C'est par exemple, alors là-bas le cas d'Agma, c'est à côté de telle lettre, il y avait un petit point noir comme ça, etc. Donc là c'est quelqu'un qui peut être, qui est très certain, qui est à partir duquel, alors dans l'Agmara nous dit comme ça, les Rishonim nous disent comme ça, le doute de l'Agmara, de savoir est-ce que simanim d'Oraïta ou des Rabbanan, c'est sur la catégorie intermédiaire, la catégorie du milieu, le signe moyen. Mais sur le signe mouvak, le signe certain, là on peut faire sortir de l'argent, là on peut permettre une aguna. D'accord, une femme qui son mari a disparu, on peut la permettre sur la base d'un signe, d'une identification basée sur un signe mouvak, d'accord. Il va falloir définir qu'est-ce qu'on définit, qu'est-ce qu'on appelle un signe mouvak. Mais ça, c'est accepté par quasiment tous les décisionnaires, même si le Rambam, c'est un peu plus compliqué parce que d'abord il ne cite pas, quand il dit qu'Aguna ça marche pas de siman, on ne peut pas se baser sur un siman, sur un signe, il ne nous dit pas oui mais un signe mouvak ça marche. Et en plus de ça, dans Ilchon Nachalot, ça pourrait paraître le contraire, mais la plupart des décisionnaires, et c'est tranché dans le Shulchan, dans Even Ezer Siman Yud Zayin, Sifrav Dalet, ont siman mouvak, un siman certain, un siman. On peut se baser pour permettre une aguna. Alors c'est quoi siman mouvak? La grande question c'est qu'est-ce qu'on définit par siman mouvak? Alors, quand on regarde par exemple le Roche, il nous donne un exemple. Quelqu'un qui lui manque un membre, d'accord, où il y a une déformation, le Troumat Hadeshen, il parle par exemple, il a un nez avec une déformation ou une grosse trace sur le nez, donc d'accord, tout ça c'est cité dans le Shulchan Aruch et Even Ezer Siman Yud Zayin. C'est ce qu'on appelle siman mouvak et on peut permettre une aguna à partir de ça. Alors le problème c'est qu'on a un Rabbeinu Yerucham qui est cité dans le Beit Yosef, dans Even Ezer, qui lui dit, je vais te dire c'est quoi siman mouvak. Siman mouvak c'est un signe différentiel qu'on pourrait affirmer qui n'existe dans aucune autre personne que lui. C'est donc, d'après lui, on parlerait carrément de quelque chose de vraiment très très précis. Je sais pas, moi, il a une cicatrice dans une opération bien précise à un endroit. On peut presque jurer qu'il n'y a personne dans le monde qui n'a donc. Les décisionnaires disent oui, à ce moment-là, il faut quelque chose de très poussé. Mais alors, dans les poskim, ils nous disent que non. Le sens du Rabbeinu Yerucham, c'est pas de dire, c'est pas d'affirmer que ça ne peut pas exister nulle part ailleurs, etc. Parce que d'où on va savoir, de toute façon, on dirait qu'on a examiné le monde entier. Donc on a le Rabbi Eliyahu Mizrahi qui nous dit non, l'intention de Rabbeinu Yerucham, c'est-à-dire qu'on a un sentiment comme ça. Quand on regarde, on observe, on analyse ce signe, ça nous donne l'impression, oui, bon, c'est quelque chose qu'on ne trouvera pas ailleurs. Ou on a encore le Massad Binyamin, et ça ce qui est très retenu dans la Ra. Donc Massad Binyamin c'est un élève du Rama, du Maharshal, donc c'est un avis, je pense que je vais insister là-dessus, parce qu'au niveau halachique en fait on se base principalement sur cette idée-là. Lui il dit, si je dois définir siman mouvak, c'est en fait toute caractéristique qu'on pourrait statuer comme 1 sur 1000. Voilà, si tu peux me dire, ça peut arriver chez une autre personne, mais c'est 1 sur 1000, c'est défini comme siman mouvak. Okay, et à partir duquel tous les décisionnaires se mettent d'accord qu'on peut permettre une aguna. Alors évidemment, c'est pas que c'est un cas au hasard, on cherche tous les corps du monde entier et on se base sur ce signe-là pour permettre, parce que si c'est 1 sur 1000, alors il peut y en avoir pas mal d'autres. Dans un cas d'aguna, c'est qu'il y a un contexte. On a perdu quelqu'un, on l'a retrouvé dans la région, etc. Et puis à partir de ce contexte-là, dans cette situation, dans cette configuration-là, on peut suffire d'un signe qui est 1 sur 1000 pour dire bah, c'est évident, il ne peut pas y avoir autre chose, c'est forcément lui. Donc on voit déjà que la notion de siman, c'est une notion qui existe dans la halakha, c'est une notion qui nous permet jusqu'à permettre une aguna, de faire sortir de l'argent. Alors c'est vrai qu'on a un Tosfot dans Choulin qui dit qu'on ne peut pas utiliser un siman pour faire sortir de l'argent,
Mais a priori, il faudrait dire que Tosfot ne parle pas du siman mouvak, il parle du siman moyen ou du siman banal, mais quand on parle du siman certain, les signes beaucoup plus sûrs et certains, là Tosfot serait d'accord qu'on fait sortir de l'argent. On peut aller jusqu'à même faire sortir de l'argent, de la même manière qu'on arrive à permettre une agouna. Alors la dernière question sur laquelle on pourrait encore se pencher, c'est qu'est-ce qu'il en est si par exemple on n'a pas de siman mouvak, mais on a plusieurs siman moyens. D'accord? Donc le Rama il nous dit dans le Shulchan Aruch, il nous dit si j'ai même 100 siman associés, 10, 15, 20, 30, 100 siman, ça ne marche pas. À partir du moment où un siman moyen ne marche pas, le fait de l'associer avec 10 autres simanim, ça n'aide pas. Et il y a une grande discussion dans les décisionnaires, est-ce que tout ça c'est valable uniquement quand j'associe des siman nuls, des siman banals, des siman très faibles, ou même si j'associe des siman moyens. Là, on retient plutôt, enfin c'est très une grande discussion, dans le Bassal Binyamin, il retient plutôt que si on associe des siman moyens, évidemment que ça crée un siman mouvak. 2 siman moyens créent un siman mouvak. Alors, si vous voulez, le Sefer Marot Hatzovot, qui s'est énormément penché sur la question et qui fait une synthèse extraordinaire où il parle de tout, vous pouvez même regarder dans le Otsar Aposkim où carrément il a établi une liste avec toutes les catégories tous les cas, des exemples, des cas de figure où il essaye de statuer qu'est-ce qui est considéré comme mouvak, pas mouvak, mais dans l'idée, moi j'aimerais résumer comme le Bet Meir y conclut que si on se base sur l'idée du Masal Binyamin où siman mouvak c'est défini par 1 sur 1000, et ben 2 siman, il faut réfléchir prenons au cas par cas, essayons de réfléchir de manière logique. C'est-à-dire que si je vois 2 simanim, 2 signes, je sais pas moi, il a une cicatrice sur le front, à part ça il a un grain de beauté sur la joue. Donc je vais dire, c'est vrai que 1 tout seul c'est pas 1 sur 1000, mais ces deux là ensemble ça fait 1 sur 1000. Donc associer 2 siman sur lesquels on pourrait dire, là il y en a 1 sur 1000, le Bet Meir, sa conclusion c'est valable, on peut permettre une agouna sur cette base-là. Donc si on veut un petit peu avancer dans notre sujet, on voit quoi? On voit que la notion de siman, c'est une notion qui est discutée dans la halakha. Alors c'est vrai qu'un siman moyen, quand la Gemara nous parle de siman, c'est siman moyen. C'est pas terrible, d'accord? La Gemara, elle se pose la question, est-ce que c'est une valeur de Horaïta, des Rabbanan? La plupart des Rishonim tranchent que c'est des Rabbanan. Dans le Rambam, c'est très controversé. Mais donc on ne peut pas se baser sur un siman moyen pour aucune implication halakhique. Par contre, quand on a un siman mouvak, alors même je disais que dans le Rambam il y a une ambiguïté, mais dans le Shulchan Aruch c'est quand même tranché qu'un siman mouvak, on peut s'appuyer pratiquement sur toutes les implications halakhiques. Alors il y a des petites discussions, est-ce que sur les histoires d'argent, faire sortir de l'argent d'une personne aussi, il y en a qui veulent dire oui, il y en a qui veulent dire non. En tout cas, un siman mouvak, il a énormément de force, et s'il y a beaucoup de poids, on peut se baser sur lui pour permettre, ou pour identifier, pour statuer, ou pour trancher pas mal de domaines halakhiques. Alors pour revenir au sujet de l'ADN, donc en fait ce qui est intéressant concernant l'ADN, c'est que il y a pas mal de décisionnaires dans les, on va dire 10, 15, 20 dernières années qui ont essayé de remettre en question. Oui, c'est quelque chose de nouveau, on ne peut pas se fier sur l'ADN comme ça tout seul, c'est des progrès de la science, on ne sait pas ce que ça peut donner. Alors on trouve, si on veut un petit peu résumer les différents arguments qu'on trouve, premier argument, alors il y avait une lettre du Rav Wosner, Shevet Halevi, qui avait été adressée au Rav du Magav. Magav, c'est la police des frontières, police aux frontières. C'est donc les forces des frontières. Donc il y avait un Rav qui s'appelait le Rav Alexander Levinson, qui est déjà décédé. Et donc lui, il s'occupait un petit peu de ce sujet-là. Et il s'était penché auprès de Rav Wosner, qui lui avait écrit une lettre, où dans cette lettre, il lui disait, regarde, on ne peut pas se baser entièrement sur les tests ADN. Le test ADN, il a une dimension, il a une définition de ce qu'on a appelé simanim, les signes distinctifs, et sur lesquels, alors là où siman ça peut servir, on pourra se fier là-dessus. C'est-à-dire par exemple, rassembler des membres éparpillés pour les enterrer dans une même tombe, oui. S'il y a un héritage où il y a un seul héritier, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire sortir des autres pour lui donner à lui, il n'y a pas de problème. Se mettre en deuil quand on parle d'un célibataire, vous allez comprendre pourquoi, oui. Mais par contre, si tu veux me parler de permettre une agouna, statuer un mamzer, se mettre en deuil pour quelqu'un qui n'est pas célibataire, non plus. Pourquoi? Parce que si on lui permet de se mettre en deuil, les gens vont arriver à permettre sa femme à se marier. Vous voyez comment il y a toute une logique chez Rav Wosner qui nous dit que se fier entièrement sur l'ADN, non.
mais par contre, pour certaines choses sur lesquelles la notion de simanim suffit, pareil pour l'ADN. On trouve aussi le Rav Ben Zion Uziel dans une des tchouot à lui qui est ramené dans le Yabia Omer Chelek Yud. Lui veut dire que ça ne correspond pas avec ce que Chazal nous ont confié dans Maseret Nida Lamed Aleph, où c'est la mère qui donne tout ce qui est lié au sang, à toute la matière rouge. Donc il considère que faire des prises de sang et des tests génétiques ça ne peut pas être rattaché au père, puisque finalement c'est la mère qui nous l'offre. Alors, encore une fois, c'est vrai que c'est écrit dans Chazal, mais si aujourd'hui on voit que l'ADN, c'est complètement prouvé qu'il y a une relation, une affiliation avec le père proche, il y a une similitude, et on compare, donc c'est difficile d'accepter ces arguments-là. On a l'argument du Rav Yoshua Ehrenberg dans Dvar Yoshua, ainsi que le titre Eliezer, qui est repris dans un Piskedin Rabbani, comme quoi, oui, mais la science, elle évolue, elle change, donc même si à l'heure actuelle, c'est prouvé que c'est 99,999, il y a un cas sur 1 milliard, ou plusieurs milliards où ça va être semblable, on pourra trouver un corps identique, donc ça peut évoluer, tout peut changer, tout peut se transformer, donc on ne peut pas permettre comme ça de manière ouverte les tests d'ADN. Évidemment, c'est aussi une critique un petit peu dure à accepter, puisque avec les années on voit que ça progresse, que ça s'accentue au niveau de l'identification. On ne voit pas pourquoi un jour ça peut se renverser dans un sens. Si vous regardez aussi, il y a un contraste très intéressant qui est sorti sur la question de l'ADN après l'affaire des l'attentat des tours jumelles en 2001. Donc il y avait un contraste que vous pourrez trouver dans le Yeshurun Krach Yudbet, où il y a des rabbinim de l'écoute, le Rav Gersten et le Rav Levin, qui ont écrit des très beaux articles où ils veulent dire oui, mais ça s'appelle pas voir, finalement c'est un siman akif, ce qu'on appelle, c'est quelque chose d'indirect, on n'a pas un témoignage, c'est complètement. Donc ils ont pas mal d'arguments. Il y a aussi l'argument d'associer, parce que quand on parle d'ADN, c'est pas que je prends une bdika d'âme, une prise de sang, et puis je vois de manière directe qu'il s'agit de lui, c'est quelque chose de bien plus compliqué. Alors, les tests ADN, en fait, si on résume en un mot, c'est fait comment ? On essaie d'analyser un petit peu le patrimoine génétique de la personne qui est codifié dans l'ADN. Alors, c'est pas qu'on va commencer à analyser, examiner tout le génome de la personne, puisque 99%, on est tous identiques, en fait, les individus. On va se discerner sur le dernier pourcent, ou là, mais sinon, donc, on va plutôt rechercher des séquences spécifiques où on va pouvoir identifier des répétitions, d'accord ? Il y aura les définitions le 8, le 12, le 15, et en fonction des marqueurs bien précis qu'on appelle le STR, et en fonction des répétitions, on va former un espèce de code barre, ce qu'on appelle un profil génétique, et on pourra comparer ça, alors soit à la personne elle-même, soit à des proches. Donc, ce code barre, en fait, il est basé sur. On ne peut pas dire qu'il y a un siman, voilà, je reconnais la cicatrice, donc c'est comme si j'ai vu la personne. Non, là, c'est une image formée à partir de plein d'éléments. Et donc, tous ces éléments-là, c'est une association. Alors, c'est exactement le sujet qu'on a parlé, qu'une association, le Rama, il nous dit, on n'associe pas, le Rama dans Siman Yudzaïn, on n'associe pas des simanim moyens. Alors, ce qu'on a expliqué, c'est que la conclusion du Beth Meir nous dit que si on peut affirmer en associant plusieurs simanim qu'on arrive à ce que le Masad Binyamin a défini, qu'on est à 1 sur 1000, évidemment qu'on associe et permettre une aguna. Donc c'est pour ça que ma conclusion, c'est quoi ? C'est que même s'il y a plusieurs rabbinim qui ont essayé de remettre en question, mais quelque part, il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, c'est du 100%. S'il y a du 0,00, aujourd'hui c'est quasi. Et si on arrive à du 100%, on va encore remettre en question et dire oui, mais c'est quelque chose de nouveau, c'est pas une doute réa. Finalement, on n'est même plus dans du doute. Quand on est dans un doute, on peut commencer à parler de témoignages, Rov, Chazaka. Si j'arrive à identifier au niveau scientifique à 100%, par exemple, admettons qu'on est dans du 100%. Alors, j'ai plus besoin de parler ni de témoignages, ni de Razaka, ni de Rov, ni de Simanim, mais c'est évident, c'est quelque chose de certain. La science, on l'apprend encore, le Moreh Nevuchim nous le dit. Si c'est prouvé par la science, ça devient quelque chose de certain, le Rambam dans Moreh Nevuchim. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre les controverses un petit peu comme ça de ces rabbiniques qui peut-être ont du mal à accepter parce que c'est encore nouveau, mais ce qu'on peut voir, ce qui s'est passé après les tours jumelles, c'est que le Rav Zalman Nechemia Goldberg, et ça ça a été tranché, c'est dans Tromin Krach Kaf Gimel, je crois. Il y a un article extraordinaire du Rav Goldberg qui dit que pour lui, c'est évident que c'est complètement accepté. À partir du moment où c'est prouvé scientifiquement, on peut se baser sur tous les domaines de la halakha. Paraît-il que, au nom de Rav Eliashiv aussi,
Il dit que si c'est prouvé scientifiquement, on arrive à définir que c'est quelque chose de prouvable scientifiquement, et ben on sera obligé de tenir compte au niveau de la halakha, même si parfois on pourra demander d'avoir une petite preuve à l'appui en plus, mais en général, il n'y aurait même pas besoin. Sauf que Rabbi Eliashib, il a quand même relevé un point, c'est que on n'essaye pas de relever un mamzer, et je vais conclure avec ça. C'est-à-dire que on ne va pas essayer de chercher à faire des vérifications pour identifier une personne et une autre, parce que ça peut parfois nous emmener à de la mamzerout, et on ne veut pas arriver à de la mamzerout. Alors, pour illustrer ça, il y a un Sefer Chassidim très intéressant qui nous raconte l'histoire d'un riche qui avait développé un business avec son évêque, son serviteur, et puis sa femme a été enceinte. Et à un moment donné, le riche il est mort, et le serviteur, donc, qui a pris le contrôle, il a pris possession un peu sur tous les biens, il a dit ben, en fait, moi je suis le fils. Donc le nourrisson, donc, en grandissant, il dit ben, attendez, il fait une petite vérification, il dit mais pas du tout, lui c'est pas le fils, c'est moi le fils. Donc tout l'héritage, tout ce patrimoine extraordinaire, il dit pour moi. Et donc il ne savait pas quoi faire parce qu'il avait très peur de se prononcer, l'autre il était un peu violent. Donc il s'est penché sur Rav Saadia Gaon. Donc le Sefer Sidim, Rabbi Yehuda Chassid, 12e siècle, il rapporte au nom de Rav Saadia Gaon qui était 300 ans avant lui. Où Rav Saadia Gaon lui a demandé, il lui a dit j'ai une idée pour toi. Bon, il a fait intervenir le roi, etc. Mais il dit regarde, prélève du sang de toi et demande au évêque, au serviteur, de prélever du sang aussi de son corps. Donc les deux ont prélevé du sang dans un récipient. Ensuite, il a demandé qu'on prenne un morceau d'os du père et puis il a intégré cet os dans chaque échantillon. Alors ce qui s'est passé, c'est que le sang de l'enfant, du vrai enfant, était complètement absorbé dans l'os, alors que le sang du serviteur n'a pas du tout été absorbé dans l'os. Il a dit ah, celui qui est absorbé, c'est une preuve que c'est son père, parce qu'ils se sont unifiés, voilà, c'est-à-dire que c'est son père. Donc c'est Sefer Hasidim au nom de Rav Saadia Gaon, à tel point que le Elia Rabbah dans Takuf Samechet, il pose la question, il dit mais alors pourquoi dans Baba Batra Nuntret en Arabi Banaa, où là-bas il y avait un homme qui a laissé 10 enfants, et juste avant sa mort il a fait une affirmation, une confidence un peu folle, il a dit regardez, il y en a 9 qui ne sont pas mes enfants, il n'y en a qu'un, mon fils, il est mort. Et donc ils commencent à se battre, c'est moi le vrai fils, pas moi, et donc ils vont chez Rabbi Banaa, qui leur dit finalement, il dit regardez, allez sur la tombe de votre père, tapez dessus jusqu'à qu'il se réveille, il va vous dire c'est qui. Il y en a 9 qui ont été, un qui est resté, Rabbi Banaa, celui qui est resté, il ne voulait pas affliger le père, c'est lui le vrai fils. Donc une histoire qui est racontée dans la Gemara, Baba Batra Nuntret, et le Elia Rabbah dit mais pourquoi il n'a pas fait la méthode scientifique un peu avant l'heure de Rav Saadia Gaon avec cette identification à partir du sang et de l'os du père. Alors le rachage sur place d'Afnuntret dans Batra, il donne deux possibilités, et dans la deuxième possibilité, il dit parce qu'il ne voulait pas arriver à identifier un mamzer. On ne veut pas identifier à 100% et dire voilà, donc on a trouvé le mamzer. Donc, pour conclure avec cette phrase, moi mon point de vue personnellement, c'est un peu comme Rav Zalman Nechemia Goldberg. Aujourd'hui, à partir du moment où on n'est plus dans du 1 sur 1000 ni du 1 sur 3000, on est à 1 sur plusieurs milliards, en fonction des marqueurs sur lesquels on va se baser pour les tests ADN, on aura plusieurs milliards, tria, etc. Donc c'est quasiment du 100%. C'est de l'évidence. C'est peut-être pas du témoignage, mais c'est plus fort que le témoignage. Il n'y a même pas de doute. On sait, on identifie de manière scientifique qu'il s'agit exactement de son père, de son frère, etc. Donc on pourrait se baser là-dessus pour tous les cas, toutes les implications à l'Afrique. Il faut rester quand même avec cette logique de Rav Eliashib et qu'on retrouve justement dans le rachage avec Rabbi Banaa, ou tout faire pour ne pas augmenter des mamzerim. Il y a une recherche dans Chazal de ne pas trouver des mamzerim. Donc si même faire payer quelqu'un des mésonotes, mais ne pas imposer un test ADN qui risque de nous faire trouver un mamzer.